Bienvenue sur Cardio Online pour cette émission spéciale intitulée L'essentiel de l'ACC vu par la SFC. Je suis Antonin Trimaille, cardiologue au CHU de Strasbourg et président du Collège des cardiologues en formation. Et j'ai le plaisir d'animer ce programme avec le professeur Bernard Young, cardiologue à Paris et président de la Société française de cardiologie. Durant les 60 minutes à venir, nous allons commenter et échanger avec vous autour d'une sélection de quelques-unes des late-breaking clinical trials présentées durant l'édition 2024 du congrès annuel de l'American College of Cardiology qui vient de se tenir à Atlanta, des études dont les résultats vont potentiellement impacter nos pratiques. Pour partager avec vous et mettre en perspective cette actualité, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Gabriel Steg, cardiologue à l'hôpital Bichat, François Diévard, cardiologue à Dunkerque et président élu du CNCF, et à distance, depuis Rouen, Hélène Elchaninov, cardiologue à Rouen et vice-présidente de la Société française de cardiologie. Première thématique de notre émission, consacrée à la maladie coronaire, avec deux late-breaking au programme, Impact-MI et Reduce-MI. On commence par Impact-MI, évaluant l'empagliflozine après un syndrome coronaire aigu. During ACC 2024, in the annual American College of Cardiology annual meeting, we just presented the result of the Impact-MI trial. This trial was designed primarily to assess the effect of empagliflozin in patients with MI on the chances of dying or having heart failure hospitalizations. Both patients with STEMI and non-STEMI were included within the first 14 days of hospitalization for acute MI. They needed to have at least either congestion requiring intervention or left ventricular ejection fraction of less than 45%, which was a new drop in ejection fraction. So those patients that already had history of heart failure were excluded. 6522 patients ont ainsi été randomisés pour recevoir soit 10 mg par jour d'empagliflozine, soit un placebo. So in the follow-up, we found about a 10% reduction in the risk of all-cause mortality and heart failure hospitalization, which was not statistically significant. If you dissect the primary endpoint, really not much with mortality, but there was a substantial 23% relative risk reduction in heart failure hospitalization. And then if you look at the total heart failure burden, first and recurrent combined, there was a 33% relative risk reduction. The final thing is that we had no safety signal of concern at all. The total adverse event and the adverse event leading to discontinuation was the same. People were really concerned about kidney safety here because you're getting IV contrast and new medication. No kidney safety concerns were seen either. Alors Gabriel, en tant qu'investigateur principal français d'Impact-MI, quel commentaire ? Il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Donc le verre à moitié vide, c'est que l'étude n'a pas atteint son critère primaire de jugement. Donc il n'y a pas de démonstration d'une réduction de la mortalité ou de l'insuffisance cardiaque chez les patients post-infarctus à haut risque d'insuffisance cardiaque. Et de ce point de vue-là, on a un peu une déception évidemment de ne pas avoir étendu le champ des indications. Par contre, il y a un verre à moitié plein, c'est que l'effet sur l'insuffisance cardiaque de cette classe thérapeutique et de l'empagliflozine est vérifié. On le savait déjà avant, que c'est un très bon traitement de l'insuffisance cardiaque. On le vérifie puisque c'est un effet net de prévention des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et des décompensations cardiaques. Et puis le troisième aspect, c'est que c'est un traitement qui est très bien toléré. Il n'y a pas de signal de sécurité inquiétant et donc on peut traiter l'insuffisance cardiaque post-infarctus avec l'empagliflozine. Mais on ne va pas faire de prophylaxie de l'insuffisance cardiaque chez les gens en post-infarctus avec l'empagliflozine. Ça valide une fois de plus l'indication dans l'insuffisance cardiaque. Et quel était l'impact de la présence de signes congestifs dans cette population ? Alors en fait, les résultats sont assez homogènes à travers les sous-groupes. On n'a pas clairement l'impression qu'il y ait une sous-population qui drive le bénéfice. Et à nouveau, je pense que tous les patients qui sont en insuffisance cardiaque ou avec des symptômes d'insuffisance cardiaque, on sait maintenant que les inhibiteurs de SGLT2 en général et l'empagliflozine en particulier font partie des 4 piliers du traitement de ces patients. Donc on peut l'utiliser très largement en phase aiguë d'infarctus chez des patients congestifs. Ça a été souligné, un des enseignements de cette étude, c'est la sécurité de cette molécule. Donc on peut l'utiliser largement en phase aiguë. Alors la réponse apportée par l'étude comme pour DAPA-MI est oui.
Mais bien que ça ne fasse pas partie du protocole, je pense qu'il faut rester sur des critères de stabilité du patient tels qu'ils ont été définis dans Ampulse, qui prenait des patients avec une vraie insuffisance cardiaque, alors que là, 40% n'avaient qu'une dysfonction ventriculaire gauche. Et je rappelle ces critères très simples. C'est une pression artérielle supérieure à 100 mm de mercure, pression systolique, et depuis 6 heures, pas d'augmentation des diurétiques, de variation des doses de diurétiques, pas d'inotrope ou de vasodilatateur et pas de signe d'hypotension. C'est les critères de stabilité minimum pour que le traitement soit utilisé à bon escient, sans risque immédiat chez les patients, avec un bénéfice. Alors on a une question de l'audience, Bernard, peut-être pour Gabriel. Y avait-il une différence qui a été évaluée entre les STEMI et les non-STEMI? Non, le résultat est homogène. Il n'y a pas d'effet d'interaction entre le type d'infarctus et les effets qui sont observés. Je rappelle que le critère primaire de jugement n'est pas atteint, l'étude est négative, et donc c'est toujours, les études en sous-groupe sont à prendre avec un grain de sel lorsqu'on regarde une interaction potentielle, mais il n'y avait pas d'interaction statistiquement significative. Les STEMI se sont comportés comme les non-STEMI. Peut-être une deuxième question de l'audience, très intéressante également pour François. Quel bénéfice a débuté l'empagliflozine très tôt après l'infarctus, plutôt que d'attendre et de réévaluer la FEVG 6 à 8 semaines plus tard? Empagliflozine n'augmentera pas les indications, ce n'est pas le traitement du post-infarctus avec dysfonction ventriculaire gauche. On n'a pas la preuve aujourd'hui que chez un patient qui a une fraction d'éjection inférieure à 45 ou 40, sans signe d'insuffisance cardiaque, apporte un bénéfice. Cette étude ne le démontre pas. Par contre, les indications traditionnelles, s'il y a insuffisance cardiaque dans le cadre de l'infarctus ou pas, s'il y a un diabète et maladie coronaire, donc on est dans ce cadre-là, il faut mettre le traitement, on sait qu'on a un bénéfice. Donc pas dans la dysfonction ventriculaire gauche, et on peut le mettre assez précocement avec les critères dont j'ai parlé, même s'il y a eu un infarctus récent, dès lors qu'il y a des signes ou des symptômes d'insuffisance cardiaque. Peut-être rajouter qu'une des raisons de le commencer sans trop attendre 6 à 8 semaines, c'est qu'une partie non négligeable des épisodes de décompensation va être précoce. Et qu'on sait que le risque maximal de décompensation cardiaque, il est plutôt tôt que tard. Et donc je pense que ça, c'est un argument aussi pour attendre suffisamment pour que le patient soit hémodynamiquement stable et qu'on n'ait pas de risque d'hypotension ou de décompensation, mais ne pas se dire je vais le revoir 8 semaines plus tard, parce qu'il y a un certain nombre de patients chez lesquels la poussée aurait pu être prévenue, une poussée d'hospitalisation d'insuffisance cardiaque ou une hospitalisation pour insuffisance cardiaque aurait pu être prévenue et n'aurait pas été prévenue en retardant inutilement le traitement. D'autant que on sait que ce qui n'est pas instauré lors de l'hospitalisation initiale n'est souvent pas fait secondairement, même si ça devrait l'être en théorie. Très bien. Alors, on reste dans le domaine du post-infarctus avec la deuxième grande étude présentée à l'ACC 2024, qui était l'étude REDUCE-AMI, qui a évalué l'impact du traitement bêta-bloquant en post-infarctus sans dysfonction ventriculaire gauche. During the ACC here 24, we presented the REDUCE-AMI trial. It was a randomized trial done based from the Sweetheart Registry. 5,000 patients randomized to beta blocker treatment or no beta blocker treatment for post-MI care, meaning that patients had myocardial infarction and preserved ejection fraction, so the heart function was normal. And what we did was we randomized the patients and followed them for 3.5 years for the primary outcome of new myocardial infarction and all-cause death. And really what we found was that for patients with myocardial infarction, normal ejection fraction, undergoing PCI during hospitalization, the use of oral beta blocker treatment did not reduce the composite endpoint of all-cause death or myocardial infarction. We did secondary analysis and safety endpoints as well, and the safety endpoints and the secondary analysis were consistent with the primary finding. So even in all the secondary endpoints and all the subgroups, there were no signal of benefit for the beta blocker treatment. Alors moi j'ai une première question sur la méthodologie de cette étude qui était un petit peu particulière parce que c'était une étude randomisée nichée dans un registre. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette méthodologie? Oui, nos collègues suédois ont le grand mérite d'avoir développé et montré au monde entier comment il fallait faire. Ils ont un registre exhaustif national de l'infarctus du myocarde où tous les patients sont saisis pendant leur hospitalisation initiale et ensuite le système de santé suédois collige automatiquement le suivi de tous les patients. Et donc avec le numéro d'inclusion, on peut savoir ce qui s'est passé à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Et l'avantage de ce registre, c'est que si on décide de tirer au sort les patients pour n'importe quel essai randomisé, qu'il s'agisse de la thromboaspiration, oui ou non,
des bêta-bloquants, stop ou encore, ou n'importe quelle autre question. Il suffit de rajouter au registre le petit module de randomisation et tout le reste est automatiquement fait, le suivi est automatiquement fait. Et donc, c'est une méthodologie très puissante pour faire à un coût faible et avec une logistique légère de nombreux essais randomisés, ce que les Suédois font avec beaucoup de talent. Et c'est à nouveau un très bel essai randomisé niché dans un registre. Alors, la question qui s'explore est une bonne question parce que les bêta-bloquants ont été testés dans le post-infarctus il y a près de 40 ans maintenant, bien avant l'avènement de la thrombolyse, de l'angioplastie primaire et de tous les traitements de prévention secondaire qui ont fait la preuve de leurs bénéfices depuis. Et donc c'est une vraie question de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas revisiter cela et est-ce qu'on a encore besoin d'insister sur les bêta-bloquants en post-infarctus, le basique, le B de basique, bêta-bloquant, antiagrégant plaquettaire, statine, inhibiteur de l'enzyme de conversion et le contrôle des facteurs de risque. Est-ce qu'il faut supprimer le B, oui ou non? Et donc ils ont tiré au sort 5000 patients pour savoir si on donnait des bêta-bloquants ou on ne donnait pas des bêta-bloquants. C'est en ouvert, c'est de façon très pragmatique, n'importe quel bêta-bloquant, en visant une dose qui était une dose un peu plus faible que celle qui est initialement visée, c'était la moitié de la dose au moins des bêta-bloquants. Et ce qu'ils ont observé, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de différence d'événements cardiaques dans la première année, et même au-delà, entre le groupe qui a reçu des bêta-bloquants et ceux qui n'ont pas reçu de bêta-bloquants. Et qu'on a l'impression, tant en termes de pronostic que de symptômes, qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. Donc ça plaide pour peut-être se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'insister pour donner absolument des bêta-bloquants au post-infarctus chez les gens, et je le rappelle c'est important, qui n'ont pas d'indication aux bêta-bloquants, et donc en particulier qui n'avaient pas d'insuffisance cardiaque et pas de dysfonction ventriculaire gauche, fraction d'éjection supérieure à 50%. Alors néanmoins, bien que ce résultat soit intéressant, je pense qu'il n'est pas en béton armé. Il y a des critiques à faire à cette étude. D'abord, elle est en ouvert. Comme elle est en ouvert, il y a eu des croisements de bras. Il y a des patients qui étaient dans le bras bêta-bloquant qui n'en ont pas reçu, des patients qui étaient dans le bras bêta-bloquant sans bêta-bloquant qui en ont quand même reçu, et le taux n'est pas nul du tout. Deuxièmement, la dose de bêta-bloquant qui a réellement été reçue par les patients est faible. Elle est inférieure à la moitié de la dose standard. Et si on ne donne pas assez de bêta-bloquants, les bêta-bloquants ne vont pas être bénéfiques. C'est vrai pour à peu près n'importe quel médicament. Il faut donner la dose suffisante. Et puis, il y a, troisièmement, une population qui est globalement à faible risque. Et comme elle est à faible risque, il y a peu d'événements dans l'étude, ce qui fait que l'incertitude autour du résultat observé est assez grande. L'intervalle de confiance du hazard ratio comprend jusqu'à 16% d'effets délétères et 20% de bénéfices potentiels, 21% de bénéfices potentiels des bêta-bloquants. Donc on ne peut pas exclure que les bêta-bloquants soient quand même bénéfiques, compte tenu de l'incertitude qui persiste avec le manque de puissance de l'étude. Et cet intervalle de confiance, il comprend l'effet qui avait été observé dans les essais initiaux de bêta-bloquants d'il y a 40 ans, puisqu'il y avait environ 20% de bénéfices. Donc on ne peut pas jurer que ça ne marche pas. Et ça nous rappelle un grand axiome de la médecine par les preuves, qui est que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et donc le fait de ne pas avoir réussi à montrer une différence ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence. Alors fort heureusement, on n'est pas obligé de prendre des décisions cliniques sur la foi de cette seule étude, car il va y avoir dans les mois qui viennent plusieurs grandes études européennes qui s'intéressent exactement à la même question, et en particulier une belle étude française qui s'appelle ABYSS, qui est coordonnée par le groupe Action à la Pitié-Salpêtrière, et qui va vraisemblablement présenter ses résultats à l'ESC. Et je pense qu'avec ces études supplémentaires, on pourra se faire une religion définitive sur faut-il encore insister pour donner les bêta-bloquants, ou est-ce qu'on peut alléger le traitement et par là même simplifier l'adhérence des patients à la pharmacothérapie post-infarctus. Donc peut-être un peu tôt pour changer nos pratiques, mais c'est une thématique mouvante et on aura probablement une réponse plus robuste bientôt. Peut-être un commentaire en écho à une question de l'audience par François sur les doses de bêta-bloquants, on en a parlé. Ce n'étaient pas des doses maximales utilisées dans cette étude, c'est important. Alors, très clairement, en entendant et en lisant le protocole, c'est une chose qui m'a choqué, qui était de viser la moitié de la dose usuelle, c'est par exemple 100 mg de métoprolol et 5 mg de bisoprolol, au prétexte que c'était les doses employées. Dans les essais thérapeutiques qui ont évalué les molécules, on visait la dose qui était 200 pour le métoprolol et on ne l'atteignait pas parce qu'il y avait des problèmes de tolérance, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas atteinte qu'il ne faut pas viser la dose maximale. Et quand on vise 100 mg, c'est-à-dire la moitié, on sait qu'on ne l'atteindra pas et qu'on arrêtera. Et donc, c'est un argument de plus pour dire que cette étude ne peut pas emporter la conviction sur le fait qu'elle, son côté négatif dit qu'il ne faut pas mettre de bêta-bloquants. Il faut encore attendre. Deuxième question qui nous vient du public, peut-être Gabriel, y avait-il des sous-groupes dans cette étude qui bénéficiaient plus ou moins des bêta-bloquants? Non, l'effet est homogène. Là encore, il n'y a pas d'interaction entre les différents sous-groupes et les phénotypes cliniques et on n'identifie pas un certain type de patients chez lesquels on se dit « ah là, ça marcherait ».
Mais comme je l'ai rappelé, l'étude manque de puissance. Et donc si elle manque de puissance sur l'effet global, elle manque encore plus de puissance sur les sous-groupes. Donc je crois qu'il faut patienter. Mais nous aurons avant la fin 2024 des dizaines de milliers de patients dans les essais randomisés. Et je pense que là, on devrait avoir une réponse, je pense, plus claire. Entre les essais randomisés à venir et les méta-analyses qui manqueront pas de suivre, je pense que là, on va arriver à avoir une puissance réellement supérieure pour conclure de façon evidence-based. Mais la vraie question qui est posée, et comme on en parlait, qui est très intéressante, c'est est-ce que les traitements validés il y a 40 ans avec des données épidémiologiques et thérapeutiques différentes sont encore valides aujourd'hui? Et il y a un vrai enjeu à réévaluer dans la période actuelle ce qu'on a validé il y a 40 ans. Oui. Bien, donc en synthèse sur cette première thématique de maladie coronaire, pour l'empagliflozine, des données concordantes sur les bénéfices liés à l'insuffisance cardiaque, mais ce ne sera pas un traitement systématique du post-infarctus. Pour les bêta-bloquants au post-infarctus, attendons les autres études, les présentations à l'ESC en particulier. Ça souligne cette approche des Suédois, des études nichées dans les registres, qui nous ont montré la voie depuis plusieurs années avec des essais dont les coûts sont sans aucune commune mesure avec les grands essais cliniques. Et c'est probablement une voie à suivre, à condition évidemment d'avoir des registres nationaux exhaustifs, ce qui pose des problèmes de faisabilité, de ressources. Il ne faut pas oublier que ce registre est financé par le gouvernement suédois, donc attendons des financements pour nos registres français. On passe tout de suite à la deuxième thématique de cette ACC 2024, la cardiologie interventionnelle, avec 3 sujets au programme, l'étude RELIVE-HF, Orbita Cosmic et Ultimate Depth. Et on retourne tout de suite à Atlanta pour écouter Greg Stone, qui présentait les résultats de RELIVE-HF, évaluant l'impact de la pose d'un shunt interatrial dans l'insuffisance cardiaque. During ACC 24 this year, we presented the principal results from the RELIEVE-HF trial. And what we did in RELIEVE-HF was we tested a novel device, an interatrial shunt, which allows a small amount of the blood that's normally ejected forward to go from the left atrium to the right atrium. So we performed a randomized trial, which was a placebo procedure-controlled double-blind randomized trial in 508 patients with heart failure with either a reduced or preserved ejection fraction. And we randomized them 1-to-1 to either receive this shunt, which is the V-Wave Ventura interatrial shunt device. It's a unique shunt. It's an hourglass-shaped shunt with a small 5-millimeter orifice, versus a sham procedure or a placebo-controlled procedure. What we found was that the procedure was very, very safe. There were no adverse cardiac or neurologic events related to the shunt implantation procedure. However, in the entire population, there was no overall effectiveness either. However, we were concerned at the beginning that there might be differences in outcomes in patients with reduced ejection fraction in whom the heart is enlarged but compliant. It's relatively flexible, versus preserved ejection fraction where the heart is small but stiff. And indeed, there was a major interaction noticed. In patients with reduced ejection fraction, there was a 50% reduction in cardiovascular events with shunt treatment. There were less heart failure hospitalizations and strong trends towards less LVAD and heart transplant, and even a trend towards less mortality. In contrast, in patients with preserved ejection fractions, the right side of the heart couldn't tolerate the extra blood flow, and there was increased heart failure, the pressures went up in the heart, and there was increasing mortality. The mortality actually increased threefold, from about 5% to 16% at 2 years. Gabriel, quelle analyse faut-il retenir de cette étude RELIVE-HF et de l'utilisation d'un shunt interatrial dans l'insuffisance cardiaque? Je crois qu'il faut rester assez simple. L'étude n'a pas montré de bénéfice dans son analyse globale, et donc c'est certainement une déception. Ça n'était pas la première étude à s'intéresser à ça. Il y avait déjà eu dans l'insuffisance cardiaque les études REDUCE-SLAP 1 et 2. Et donc l'étude est négative. Alors après, quand on analyse des sous-groupes et qu'on a l'impression qu'il y a une interaction et que certains bénéficient et d'autres pas, il faut toujours être prudent, parce que ces analyses en sous-groupe, elles sont rarement confirmées par les études prospectives lorsque celles-ci sont conduites pour essayer de confirmer l'effet sur le sous-groupe. Là, il y a une interaction assez spectaculaire qui est présentée par les investigateurs, mais qui, je pense, est à prendre avec un grain de sel.
François, en pratique, un changement dans l'approche de l'insuffisance cardiaque? Absolument pas. Il faut confirmer absolument les faits. Alors, la piste de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, je crois, s'éteint. Je ne pense pas que quelqu'un qui développe ce produit retentera un essai. Le REDUCE-LAP n'avait pas montré de bénéfices francs avec une population de même ordre de grandeur. Là, on a un effet qui a tendance à être délétère, donc c'est soit neutre, soit délétère, ce qui est paradoxal, parce qu'on pouvait penser que dans cette maladie, qui est plus un problème de pression, décharger la pression du ventricule gauche aurait un bénéfice. Ça ne semble pas le cas. L'autre forme, qui est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, a bien sûr des problèmes hémodynamiques, mais c'est surtout une maladie neuro-humorale et on ne s'attendait pas à un bénéfice. Il est tellement ample qu'il est surprenant. Et si demain on veut envisager ça, il faut absolument la confirmation avec un essai conduit dans cette population et surtout pas aujourd'hui proposer ça au vu des résultats de cette seule étude. Donc on ne change pas la pratique, on attend la suite et il y a un grand nombre de dispositifs en développement, donc on aura les études dans cette population dans les années à venir. Donc une hypothèse qu'il faut avant tout tester et faire passer par les fourches codines d'une étude bien faite avant de changer quoi que ce soit. Générateur d'hypothèses. Et comme ça a été souligné, effectivement, ça a été développé au départ dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Bon, là, on a vraiment l'impression que c'est terminé. Alors, question du public, très intéressante, effectivement. Est-ce que cette pose de shunt interatrial est compliquée? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est dangereux? Comme l'a dit Greg Stone, il y a zéro effet... Alors, dans des mains entraînées, etc., mais c'est l'équivalent de passer le septum interauriculaire, ou c'est l'équivalent, au lieu de fermer l'orifice, on en crée un avec un dispositif. Alors, c'est avec une procédure contrôlée, le patient ne sait peut-être pas ce qu'il a, mais quand on voit le dispositif, il suffit de faire une échographie pour savoir ce qu'il a. Donc, c'est pas du double aveugle, on comprend bien tout à fait. Mais c'est une procédure assez simple pour qui fait de la cardiologie interventionnelle structurelle. Deuxième question du public, peut-être pour Gabriel. À quel stade de l'insuffisance cardiaque, si un jour ce dispositif est validé, on pourra l'utiliser? Est-ce que chez des patients, finalement, dès les premiers épisodes de décompensation cardiaque, ou est-ce que ça sera en dernier recours, après un traitement médical, chez des patients qui seraient résistants à un traitement diurétique, par exemple? Alors, le sceptique en moi va vous dire que pour l'instant, peu me chaud à quel stade on est, puisqu'il n'y a pas de preuve d'un bénéfice. On a quand même envie de penser que compte tenu des progrès du traitement pharmacothérapique de l'insuffisance cardiaque, et Dieu sait qu'on a fait des progrès spectaculaires ces dernières années, avoir des procédures interventionnelles en complément va probablement être réservé à un sous-groupe assez restreint de patients graves et peut-être réfractaires au traitement médical. On imagine mal aller proposer à des patients à qui on peut proposer tellement de médicaments efficaces d'aller faire une manœuvre invasive, sous anesthésie, avec quand même potentiellement, si on élargit les indications, des complications. Donc je pense que même si demain il devait y avoir de nouveaux essais qui montraient un intérêt de cette procédure, probablement ça restera des sous-groupes et des populations assez sélectionnées plutôt qu'un traitement de première intention. Alors, deuxième sujet sur la cardiologie interventionnelle, Orbita Cosmic, toujours on revient dans la maladie coronaire qui évaluait la pose d'un réducteur de sinus coronaire dans l'angor réfractaire. In ACC 2024, I presented the Orbita Cosmic trial. So Orbita Cosmic is a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the coronary sinus reducer in patients with refractory angina. So those are patients with epicardial coronary disease, ischemia, and angina on the maximum tolerated therapy with no options for revasc. We randomized patients to Reducer, which is a wire mesh device implanted percutaneously in the coronary sinus, or a placebo procedure. They were randomized in the cath lab, wearing headphones playing music and deeply sedated to maintain blinding. There was 51 patients randomized, and we had two key outcomes we were looking for. Firstly, what's the impact of Reducer on myocardial ischemia on MRI? And secondly, what's the impact of Reducer on angina symptoms? The key way we measured symptoms was on a dedicated smartphone symptom application. So patients began to use a smartphone every day for 2 weeks prior to randomization, reporting their angina symptoms every day on the smartphone, and then for 6 months of follow-up after randomization. Our two key findings were that there was no difference between the groups in myocardial ischemia and MRI. There was a benefit in the secondary outcome of subendocardial perfusion, but importantly, there was a significant benefit in angina symptoms detected on a smartphone application daily throughout the follow-up period. Alors, pas moins d'ischémie, mais apparemment moins d'angor, donc peut-être un bénéfice clinique. Gabriel, un commentaire tout d'abord sur le critère d'évaluation de l'angor?
Alors c'est un critère original qui a été développé par cette équipe dans les études Orbita précédentes, en particulier dans Orbita 2, qui consiste à avoir une app sur un smartphone et à interroger quotidiennement les patients sur la fréquence et la sévérité de leur crise d'angor. Et on voit par les graphiques qui ont été montrés que ce sont des patients sévères. Ils avaient 8, 9, 10 crises angineuses par jour. Donc il s'agit de coronariens particulièrement graves et réfractaires au traitement médical. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important à garder en mémoire. Et effectivement, dans une étude en double aveugle, et c'est le grand mérite de ces investigateurs d'avoir montré qu'ils faisaient une procédure sham, donc une procédure placebo, aux patients du groupe contrôle, et donc il n'y a pas d'effet placebo de la procédure, il y a une amélioration de l'angor. Donc chez les patients qui ont un angor sévère réfractaire, on va améliorer leurs symptômes. Et ça n'est pas négligeable d'améliorer la qualité de vie des angineux. Par contre, sur la perfusion et sur les indices objectifs de perfusion myocardique, pas de différence, et du coup, ça interroge sur quel est le mécanisme de ce bénéfice. Alors François, quelle opinion une indication nouvelle dans l'arsenal thérapeutique de l'angor, de la cardiopathie ischémique stable? Ce n'est pas une indication nouvelle, puisque l'indication actuelle, c'est angor réfractaire, et il faut s'en tenir à ça. Ça veut dire tous les traitements, plus la revascularisation, et persistance d'un angor. J'aurais tendance à dire, même si ce n'est pas dans l'indication, que les douleurs doivent être en rapport avec une ischémie démontrée avant d'aller s'aventurer à mettre un dispositif dans un sinus coronaire dont on ne connaît pas le devenir à long terme. L'avantage de cette étude, même avec un petit effectif, c'est qu'elle valide le critère sur lequel est posée l'indication, c'est-à-dire angor. On a vraiment la preuve aujourd'hui, même si la méthode peut prêter à discussion parce que l'application, le résultat de l'application, la méthode développée n'a pas été validée, mais il est difficile de la valider de manière fiable et précise. Cette étude démontre que le réducteur du sinus coronaire apporte le bénéfice symptomatique que l'on attend de lui et pas plus. Et est-ce que c'est vraiment anodin de mettre ce dispositif dans le sinus coronaire à long terme? Je n'en pose pas. Ceux qui en posent disent que c'est assez facile, hein, avec un abord cervical, on y arrive. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on a un dispositif dans une veine, le sinus coronaire, et quel est son devenir à long terme en termes de risque d'occlusion. Migration, il semble qu'il n'y ait pas de risque, mais quel est le devenir à long terme, on ne le connaît pas aujourd'hui. C'est une technique relativement récente qui améliore, qui diminue les symptômes. C'est quand même une faible population parmi nos patients aujourd'hui. Question de l'audience, est-ce qu'on peut déjà mettre aujourd'hui en France un réducteur du sinus coronaire? On peut le mettre tout à fait, hein. Il y a plusieurs équipes qui le font. Il n'y a pas de cotation, mais il y a une cotation par assimilation qui permet un remboursement et une prise en charge. Oui, tout à fait. Autre question, Gabriel, est-ce que la petite taille de l'étude sur ce réducteur du sinus coronaire n'est-elle pas une limite à sa mise en œuvre? Et j'irai même un peu plus loin. Est-ce que c'est facile d'inclure beaucoup de patients dans des méthodologies complexes avec des procédures chats? Non, ça n'est pas facile. Là, à nouveau, je pense que c'est le mérite de ces investigateurs qui sont particulièrement chevronnés et organisés à Londres d'avoir fait cette étude. Ça n'est pas non plus des populations gigantesques. Des patients qui ont un angor réfractaire démontré à un traitement médical bien conduit après tentative de revascularisation, il y en a, et toutes les équipes qui s'intéressent à la cardiologie coronaire en voient, mais on n'en voit pas de façon quotidienne. Et donc, forcément, ce sont des études qui vont être limitées. Je crois que moi, j'y vois quand même une bonne nouvelle, puisque ça conforte l'indication qui est celle d'utiliser en France. On met des réducteurs de sinus coronaire pour l'angor réfractaire, et ça améliore l'angor. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir la preuve objective, que c'est une réalité, que ça n'est pas un effet placebo. Et jusqu'à cette étude, on n'en avait pas la preuve. Beaucoup de gens, parfois tout à fait respectable, pensaient que l'effet n'était pas totalement un effet placebo, parce que les symptômes angineux, c'est ténu, c'est très subjectif, c'est difficile à quantifier, et là on a la preuve de façon indiscutable que ça n'est pas un effet placebo. Et donc je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Troisième sujet sur la cardiologie interventionnelle, c'était l'étude Ultimate Depth qui a comparé le ticagrelor avec ticagrelor seul avec le ticagrelor et l'aspirine chez des patients après syndrome coronaire aigu. Donc les auteurs ont randomisé une population de patients avec syndrome coronaire aigu d'origine asiatique dans un groupe ticagrelor seul après 1 mois, c'est important, 1 mois de bithérapie aspirine plus ticagrelor, et dans un deuxième groupe qui ont le traitement standard ticagrelor plus aspirine pendant 1 an. Les patients étaient suivis pendant 1 an. Les résultats, sur le critère primaire d'efficacité, c'est-à-dire les saignements cliniquement significatifs, on a une réduction significative dans le groupe ticagrelor seul, et sur le critère primaire de sécurité, les événements ischémiques, les MACE, il n'y a
pas de différence, la non-infériorité entre les deux groupes est prouvée. Alors Gabriel, est-ce que c'est une énième étude sur la stratégie antithrombotique après infarctus ou est-ce que cette étude va avoir un impact sur nos pratiques? Alors, c'est une des nombreuses études qui vont dans le même sens, qui est celui d'une désescalade maintenant de plus en plus grande et de plus en plus précoce des traitements antiplaquettaires après angioplastie coronaire en général, et même après angioplastie coronaire pour infarctus du myocarde, parce que ça reste un sous-groupe à plus haut risque ischémique. Et l'ensemble des dernières études convergent pour montrer que probablement on peut faire une désescalade assez rapide, 6 mois, voire 3 mois, voire même peut-être 1 mois, en arrêtant un des deux antiligand plaquettaires. Et ce qui est intéressant dans cette étude, comme dans Twilight, comme dans plusieurs études récentes, c'est que celui qui a été arrêté, ça n'est pas l'inhibiteur de P2Y12, c'est l'aspirine. Et on a l'impression que finalement arrêter l'aspirine permet de réduire substantiellement les hémorragies, à peu près de moitié, sans perdre le moindre signe d'efficacité sur l'effet anti-ischémique ou antithrombotique. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nos patients, parce que c'est important de réduire les hémorragies. Le deuxième point, c'est que il y a maintenant beaucoup d'études qui convergent pour dire que ce qui compte dans la bithérapie, c'est probablement plus l'inhibiteur de P2Y12 que l'aspirine, y compris d'ailleurs de façon chronique au long cours. Pas mal d'études qui ont comparé aspirine et clopidogrel au long cours et qui suggèrent que le clopidogrel est meilleur, même si ça n'est pas une énorme différence. Et donc ça amène à se poser la question d'adopter ce type de stratégie de plus en plus, d'aller vers une monothérapie par inhibiteur de P2Y12 et le temps exact, eh bien, ça dépend des études, puisqu'il y a beaucoup d'études qui ont arrêté à 3 mois, il y a des études qui ont arrêté à 1 mois, dont celle-ci, et elles convergent globalement à montrer une réduction des événements hémorragiques sans prix à payer sur le plan ischémique. Et c'est ce que j'ai fini, moi, par faire dans ma pratique. Maintenant, moi, j'applique la stratégie Twilight, c'est-à-dire 3 mois de bithérapie aspirine ticagrelor, arrêt de l'aspirine, monothérapie par ticagrelor dans laquelle j'ai confiance, parce que je sais qu'il n'y a pas de résistance, mais à la condition que les patients tolèrent le ticagrelor. Et il n'est pas toujours toléré jusqu'à 3 mois, il peut y avoir des saignements, il peut y avoir de la dyspnée, et donc il y a des patients pour qui ça n'est pas possible. Ça pose néanmoins une autre question, qui est qu'est-ce qu'on fait à 1 an? Et à 1 an, si les patients sont au ticagrelor, en général, on ne va pas les laisser indéfiniment au ticagrelor et on les bascule soit au clopidogrel, soit à l'aspirine. Et ça reste encore ouvert, même si les études, y compris des études auxquelles on a collaboré, suggèrent que le clopidogrel est probablement un meilleur choix. Et on n'est pas embêté pour une chirurgie non cardiaque, par exemple, par le ticagrelor seul? C'est une des raisons pour lesquelles souvent les gens préfèrent l'aspirine, c'est que l'aspirine, ça passe très bien auprès des chirurgiens, des anesthésistes, des dentistes, on n'est pas dérangé tout le temps. Si vous insistez pour laisser du clopidogrel au long cours et a fortiori du ticagrelor, vous savez que vous allez avoir des coups de téléphone, des lettres, des patients à revoir en urgence pour changer leur traitement parce qu'ils vont avoir une biopsie de prostate, une extraction dentaire ou tout autre événement. Donc c'est vrai que ça n'est pas totalement trivial. Je ne suis pas sûr qu'en réalité la différence de risque hémorragique entre clopidogrel et aspirine justifie une telle appréhension de nos collègues chirurgiens, mais on sait que concrètement c'est une réalité. Très bien, alors en synthèse finalement sur la thématique cardiologie interventionnelle, on peut retenir que le shunt interatrial avec l'étude RELIEVE-HF, tout reste à prouver, résultat neutre, des analyses intéressantes dans les analyses en sous-groupe, mais qui ne doivent être prises qu'à titre exploratoire. Deuxièmement, le réducteur du sinus coronaire dans l'étude Orbita cosmique, qui semble intéressant, en particulier chez nos patients avec les angores les plus invalidants. Et enfin, l'étude Ultimate Depth qui renforce cette volonté de désescalade de stratégie antithrombotique après syndrome coronaire aigu. Alors, troisième thématique de cet ACC 2024, mais on ne va pas complètement quitter la cardiologie interventionnelle, c'est le rétrécissement aortique, avec 2 études que nous vous proposons de découvrir. L'étude Dedicate, une étude académique allemande comparant chirurgie et TAVI en vie réelle chez des patients à faible risque, et SMART, la comparaison de 2 prothèses aortiques dans le contexte des petits anneaux aortiques. During ACC 2024, we were able to present the 1-year results of the Dedicate trial. Dedicate was designed as an investigator-initiated and independent pragmatic trial to evaluate transcatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement in patients with low to intermediate surgical risk, and those patients were selected and enrolled by the heart team to really
mirror our daily clinical routine. So in an exclusion criteria, we're kept as broad as possible. We randomized 1,414 patients to SAVR or TAVI, and these patients were enrolled in 38 active trial sites all across Germany. They were treated in the respective heart centers with any contemporary device that the investigators or the operators actually felt applicable. The results for the primary outcome were death or stroke at 1 year for SAVR 10%, and for transcatheter aortic valve implantation 5.4%, and that relates to translates into a hazard ratio of 0.53. Clearly indicating non-inferiority, as this was a non-inferiority trial, at least for the 1 year follow-up. Also for the components of the primary outcome, all-cause death, for example, and also for key secondary outcomes as cardiovascular death, for example, event rates were significantly lower for TAVI compared to SAVR. Durant l'ACC 2024, l'étude SMART a été présentée, l'étude dont je suis l'un des investigateurs principaux, et elle répond à une question fondamentale qui est celle de la différence potentielle entre deux types de prothèses qui sont utilisées pour le TAVI. La prothèse supraannulaire auto-expansive qui est contenue dans une gaine et qui est libérée par retrait de la gaine, et une prothèse qui, elle, est sertie sur ballon et qui se déploie par expansion du ballon. SMART est une étude internationale dans laquelle des patients présentant une sténose aortique symptomatique sévère et un petit anneau aortique de moins de 430 mm² au scanner ont été randomisés pour être traités par l'une de ces deux prothèses. 716 patients ont été inclus, 87% d'entre eux étaient des femmes. Donc on a observé une équivalence clinique. Donc le premier critère principal, donc décès, AVC, réhospitalisation, a été observé de la même manière pour la prothèse auto-expansive, 9,4%, que pour la prothèse sertie sur ballon, 10,6%, sans différence. Donc non-infériorité de la prothèse auto-expansive en comparaison avec la prothèse sertie sur ballon. Le deuxième critère primaire, qui lui était un critère de performance de valve, a cette fois-ci été plus fréquemment observé avec la prothèse sertie sur ballon, donc avec une différence qui est très importante, 9,4% pour la prothèse auto-expansive contre 41,6% pour la prothèse sertie sur ballon. Et donc on ne s'attendait pas à une telle différence de performance entre ces deux plateformes. Alors Hélène, qui a participé il y a plus de 20 ans à la toute première procédure de TAVI, que de chemin parcouru depuis? Quel commentaire sur Dedicate? À nouveau, des résultats qui semblent quand même très en faveur de cette technique. Oui, effectivement. Donc, cette étude Dedicate, c'est une étude randomisée qui compare encore une fois le TAVI et la chirurgie, comme d'autres études préalables. C'est un suivi à 1 an, mais il y a un suivi à 5 ans qui est prévu pour comparer ces deux méthodes de traitement du rétrécissement aortique. C'est multicentrique, c'est mené en Allemagne. C'est plutôt des patients à bas risque. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la méthodologie, c'est-à-dire que en fait, tous les patients, comme ça devrait se faire partout, donc sont discutés en ARTIM, en RCP, cardiologue, chirurgien, anesthésiste, et à la fin de cette réunion de ARTIM, ils ont été randomisés s'ils étaient faisables par les deux techniques entre TAVI et chirurgie, et les TAVI n'étaient pas présélectionnés. Je veux dire, c'est l'opérateur qui choisissait quel type de valve il mettait percutanée, le chirurgien choisissait quel type de valve chirurgicale il mettait, donc c'était une étude vraiment très pragmatique sur le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont montré, effectivement, vous avez vu les résultats de non-infériorité, mais en fait, les résultats du TAVI sont quand même vraiment spectaculaires parce qu'à 1 an, vous avez le critère combiné décès plus AVC qui est de 5% avec le TAVI, de 10% avec la chirurgie, donc c'est quand même une différence qui est très importante, et même si c'est une étude de non-infériorité, et c'est aussi assez remarquable de voir que maintenant, quand un patient a un TAVI, la moyenne d'âge est 74 ans, le taux de décès cardiovasculaire à 1 an n'est que de 2%, et le taux d'AVC de 1,3%, donc c'est vraiment des résultats très très impressionnants pour le TAVI qui confortent en fait ce qui a déjà été dit avec des études promues par
des industriels. Ça conforte aussi les guidelines, bien sûr, hein, et ça montre que au terme de la HART-Team, la HART-Team sait exactement quel type de valve choisir, et ça conforte vraiment les excellents résultats du TAVI maintenant qui sont indiqués comme thérapeutiques de premier choix en fait chez les patients de 75 ans et plus, quel que soit le risque, et bien sûr éventuellement plus jeunes s'ils sont à risque élevé. Donc c'est une étude académique très bien menée et très pragmatique. Alors, commentaire méthodologique quand même, non-infériorité ou supériorité, les chiffres que donne Hélène sont quand même spectaculaires. Quand on regarde les intervalles de confiance, on est assez loin de 1, alors qui gagne? Comme l'a dit Hélène, il y a un élément qui est fantastique. J'adore cette étude sur ce côté. On a randomisé à une époque vraiment des patients très sélectionnés, TAVI contre chirurgie. Là, ils sont randomisés, mais on laisse le choix complet aux investigateurs d'utiliser la technique qu'ils veulent, en sachant que c'est une bioprothèse d'un côté et un TAVI de l'autre. Et dès lors qu'on est dans la vraie vie, entre guillemets, mais avec une randomisation au-dessus de cette vraie vie, on s'aperçoit que le TAVI, il est plus que non inférieur. On a quand même, si on regarde l'intervalle de confiance, la borne supérieure, moins 21%, c'est-à-dire que la probabilité que la prothèse fasse mieux à 1 an, la prothèse chirurgicale, elle paraît très très faible. Et on est devant un succès dans la pratique, ce qui fait que si j'étais patient justifiant d'un TAVI, je vois ces données, j'aurais mon cœur qui balancerait très fort vers le TAVI. C'est déjà ce qui se passe chez beaucoup de nos patients, effectivement. Mais ça conforte vraiment ces pratiques actuelles et les recommandations actuelles. Et en sachant que c'était des patients à très bas risque. Le score STS, il était à 1,8, à moins de 2. C'est-à-dire le patient qui va bien et qui a un RAO serré, aujourd'hui, c'est une vraie question d'aller d'emblée au TAVI alors qu'il est à bas risque chirurgical. Le chemin a été long et je veux le souligner, il y a quand même eu toute une démarche. Je dis souvent que le TAVI, c'est non seulement une invention géniale, et je pense qu'on peut quand même rendre hommage à Alain Cribier aujourd'hui, mais aussi un cheminement extrêmement vertueux, parce qu'on a commencé d'abord par faire des études randomisées. On s'est aperçu qu'on pouvait faire des études randomisées dans les valvulopathies, alors que depuis des décennies, on disait non, on a des comparaisons historiques, c'est pas terrible, mais on peut pas faire mieux. Et puis, en commençant par les patients à plus haut risque et en étendant progressivement en fonction des résultats, je crois que c'est vraiment un exemple assez remarquable. Alors Hélène, quel commentaire sur l'autre étude, sur SMART ? Alors l'autre étude, donc c'est un sujet complètement différent, c'est toujours le TAVI, mais c'est la comparaison de 2 prothèses. Donc les 2 prothèses les plus largement utilisées, donc comme on l'a entendu, les auto-expandables et les ballons expandables. Mais la particularité de cette comparaison entre ces 2 dispositifs, c'est que c'est une comparaison chez les patients qui ont un petit anneau, c'est-à-dire qu'une petite valve aortique, donc beaucoup de femmes, et ce qui n'est pas non plus la majorité de la population TAVI. Les patients qui ont une petite valve, vous savez qu'il y a des valves qui vont de 20 à 29 pour les valves ballons expandables, de 23 à 34 chez les valves auto-expansives. Et là, c'est plutôt les petites valves de 20-23 ou de 23-26. Donc voilà, c'est cette population-là qui est importante parce qu'on a entendu parler avec la chirurgie du risque d'avoir des gradients plus élevés chez des petits anneaux, de l'impact potentiel sur la durabilité. Donc c'était une étude importante. Alors à l'inverse de la précédente, c'est une étude qui a été promue et financée par l'un des 2 fabricants. Donc c'est important de le dire. Le critère, il y avait 2 critères principaux. Alors ça aussi c'est très intéressant parce que le critère principal clinique, qui est critère combiné mortalité, AVC, réhospitalisation, en fait il est absolument identique quel que soit le type de valve à 1 an, avec de très bons résultats, enfin un peu différent de l'étude Dedicate, mais des très bons résultats quel que soit le type de valve. Et alors que le second critère critère principal, mais co-critère principal, qui étudiait la performance échographique des 2 dispositifs, a montré dans l'étude une supériorité du dispositif auto-expandable à 1 an, avec une différence qui est, vous avez vu, vraiment significative. Alors, mes commentaires, c'est que on le sait que la valve auto-expandable, qui est en position supra-annulaire par définition, puisque
puisque c'est son principe, permet d'avoir un gradient à l'échographie qui est un petit peu, en général, à moins de 10, alors que la valve ballon-expandable, qui est intra-annulaire, a un gradient final à peu près de 12 ou 15 selon la taille de valve. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment archi connu. Ce qui n'est pas connu, c'est est-ce que ça a un impact? Parce que finalement, entre avoir 8 ou 12, 12, c'est rien du tout, 8 non plus. Donc l'important, c'est de savoir si ça a un impact. Alors, ce qui est étonnant, c'est effectivement cette différence qui est si forte. Alors, elle est peut-être amplifiée par les critères échographiques qui ont été utilisés, alors qu'ils ne sont pas toujours classiques dans la présentation principale, mais on a des données avec d'autres définitions dans les suppléments. Il y a des choses un petit peu aussi surprenantes parce que, par exemple, dans cette étude, et c'est la première fois, on voit qu'il y a plus d'insuffisance aortique paravalvulaire avec la ballon expandable qu'avec l'auto-expandable, alors que ça n'a jamais été décrit. C'est plutôt toujours l'inverse qui a été décrit. Il y a aussi une petite limite quand même, c'est qu'il y a quand même eu des valves auto-expandables de taille 29 qui normalement ne sont pas mises dans des petits anneaux, elles sont mises pour des anneaux plus grands. Donc est-ce que vraiment ça n'a pas un peu amplifié en gros la différence entre les deux groupes? C'est pas non plus ce qui est retrouvé dans le registre Berne. Il y a eu un grand registre suisse qui a comparé en matchant des auto-expandables, des ballons expandables chez les petits anneaux. Ça n'a pas du tout été retrouvé. C'est pas non plus retrouvé dans France TAVI. En fait, ce qui compte, c'est de savoir est-ce que ce qui a été retrouvé dans cette étude va avoir un impact sur la durabilité, c'est-à-dire à beaucoup plus tard. Donc effectivement, c'est important. Il faut aussi savoir que chaque valve a ses avantages et ses inconvénients. Donc l'hémodynamique des auto-expandables, elle est meilleure au départ, avec quelques millimètres de différence. Mais encore une fois, je pense que ce qui compte, c'est est-ce que ça aura un impact, puisqu'on voit que dans cette étude, à 1 an, le devenir clinique est absolument superposable et la qualité de vie est aussi bonne dans les deux groupes. Voilà. Merci. Donc, commentaire. J'aurais tendance à dire que pour le non-spécialiste, ce qu'on doit retenir, c'est que le résultat clinique est identique dans les deux groupes. Et donc, il n'y a pas de raison clinique aujourd'hui de préférer une valve à une autre chez ces patients. Ils peuvent être traités, ces patients, et je dirais elles, parce que c'est beaucoup des femmes qui ont des petits anneaux, elles peuvent être traitées de façon satisfaisante par TAVI, avec les deux types de valves et avec le même résultat clinique et la même qualité de vie, puisque les questionnaires de qualité de vie Kansas City Questionnaire sont identiques dans les deux bras. Est-ce que les différences minimes échographiques, de performance échographique à 1 an qui ont été observées se traduiront par une différence de résultat dans le suivi? Nous verrons bien. Ça n'est pas ce qui a été observé jusqu'ici dans les études précédentes, dans cette population et dans les populations plus généralement de TAVI. Donc je crois qu'il faut rester sur des critères durs, et les critères durs, c'est les critères de survie sans événement, qui sont identiques dans les deux bras. Alors une question de l'audience pour Hélène, est-ce qu'il faut différencier le suivi des patients avec petit anneau et ou des patientes par rapport aux patients ? Alors je crois que ce qui est très important, c'est absolument de suivre tous les patients qui ont une bioprothèse, d'ailleurs qu'elle soit chirurgicale ou percutanée. Et la recommandation, c'est de les suivre, donc d'avoir une échographie de base. C'est extrêmement important justement pour savoir de quoi on part, quel est le gradient après la procédure, avant la sortie et aussi à 1 mois. En fait, on prend comme critère de base plutôt les données échographiques à 1 mois et ensuite de les suivre absolument tous les ans justement pour essayer d'identifier ou non la durabilité et les causes de dysfonction éventuelles de ces bioprothèses qui, pour l'instant, je le rappelle, ne montrent aucune alerte par rapport aux bioprothèses chirurgicales dans les suivis les plus longs, dont le dernier qui atteint 10 ans. Et bien sûr, être alerté et revoir le patient et lui faire une échographie au moindre doute, au moindre symptôme, à la moindre poussée d'un sens cardiaque qui pourrait alerter. Donc je dirais que tous les patients TAVI, tous les patients qui ont une bioprothèse chirurgicale doivent être suivis de façon extrêmement stéréotypée parce que ce sont des bioprothèses et qu'il faut détecter les dysfonctionnements dans le suivi. Deuxième question, à la lumière de ces nouvelles données, en particulier de l'étude DEDICATE, est-ce qu'il va rester des patients chez qui, en présence d'un rétrécissement aortique, on va préférer la chirurgie ou est-ce qu'on va vers une ère où on va traiter tout le monde par TAVI ? Alors, je crois et je remercie Bernard d'avoir rendu un hommage à Alain Cribier, mais c'est ce qu'il disait toujours à la fin de ses présentations depuis plusieurs années. Il disait que la chirurgie risque d'être réservée aux patients qui ont une contre-indication au TAVI.
parce qu'il y en aura quelques-unes, forcément. Il y a des patients qui ont des distances anocoronaires trop basses, il y a des bicuspides vraiment très très dysmorphiques avec des calcifications vraiment exubérantes, des risques de fuite paravalvulaire. Donc je retiendrai ça. C'est sûr que les indications augmentent, hein, toutes les études le montrent, avec l'amélioration de la qualité de vie. Le fait aussi, on ne l'a pas dit, les résultats cliniques durs sont excellents, mais il faut quand même bien se rendre compte que c'est fait sous anesthésie locale, que les patients qui ont une procédure à 11 heures, ils déjeunent à midi, ils se lèvent à 16 heures et ils peuvent sortir parfois le lendemain. Donc pour le patient, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Pour les patients, pour leur famille, pour leur environnement et en général pour la prise en charge et les coûts de santé. Commentaire, Gabriel ? Mon commentaire, c'est que je pense que la meilleure publicité pour le TAVI, c'est que Mick Jagger a eu un TAVI il y a 4 ans. Certainly rock'n'roll. Donc très bien, donc en synthèse pour ce sujet TAVI, étude Dedicate, encore des résultats favorables en faveur du TAVI en comparaison avec la chirurgie, et l'essai SMART, population particulière, petit anneau, principalement des femmes, pas de différence entre les deux types de prothèses présentées sur les critères cliniques, des différences en termes de dysfonction de prothèses sur des critères échographiques, donc qui seront à suivre en particulier sur un plus long terme sur le plan clinique. Alors, pour cet ACC 2024, quatrième thématique consacrée aux lipides. On change de registre, mais encore avec des résultats de Late Breaking Trials. L'étude EGIS-2 sur l'impact des perfusions d'apolipoprotéines A1 chez plus de 17 000 patients en post-infarctus, et l'étude Bridge-TIMI sur l'évaluation d'un oligonucléotide empêchant le signal de l'ARN de donner de l'ApoC3 pour traiter des hypertriglycéridémies, donc des approches thérapeutiques innovantes et des grandes études. Durant la CC 2024 à Atlanta, on a eu la chance d'avoir les résultats de l'étude EGIS-2 présentée en Late Breaking. C'est un essai thérapeutique prospectif randomisé qui a testé le fait de perfuser à des patients en post-infarctus immédiat de la lipoprotéine petit a d'origine humaine. La lipoprotéine petit a, c'est celle du HDL, et les études préliminaires montrent que quand on met cette protéine chez les patients, on augmente la part fonctionnelle du HDL. Plus de 17 000 patients ont été inclus dans cette étude et qui n'a pas montré de bénéfice. Le critère de jugement principal est neutre, c'est donc pas de bénéfice démontré sur les MES dans cette étude, avec un traitement lourd parce qu'il s'agissait de faire une première perfusion qui dure 2 heures intraveineuse en post-infarctus dans les 5 jours qui suivaient l'infarctus, et le patient devait revenir chaque semaine encore pendant 1 mois pour avoir à nouveau 2 heures d'injection en hôpital de jour, donc pas quelque chose qu'on prend sur sa table de nuit avec un comprimé. Durant la CC 2024, il y a eu une étude intéressante sur les hypertriglycéridémies, qui sont quand même un peu les parents pauvres de la prise en charge de nos patients et qui jouent sur le risque résiduel. L'étude Bridge, qui s'est faite par le groupe TIMI, avec l'olezarsen, qui est donc oligonucléotide, qui va donc empêcher le signal de l'ARN de transformer, de donner des ApoC3. Donc on va réduire la production d'ApoC3. Cette réduction d'ApoC3 est très importante parce que l'ApoC3 empêche la lipoprotéine lipase de dégrader les triglycérides. Donc si on a moins d'ApoC3, on va mieux dégrader les triglycérides. Donc cet essai thérapeutique voulait prouver la réduction des triglycérides chez des patients qui avaient une hypertriglycéridémie soit sévère, à plus de 5 grammes, soit entre 1,5 et 5 grammes, mais qui avaient d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. C'est une injection toutes les 4 semaines. Et donc on voulait regarder au bout de 6 mois quelle était l'évolution de triglycérides. Au bout de 6 mois, on a une réduction d'environ 50% du niveau de triglycérides. Au départ, ces patients, ils avaient 2,40 g de triglycérides. On les a réduits de près de 50%, avec donc un effet qui semblait parfaitement stable. Il y a aussi d'autres effets, notamment une augmentation de 30% de l'HDL, qui est intéressante à voir. Bien sûr, c'est une étude qui prouve la réduction des triglycérides, on n'a pas encore des résultats sur les effets cardiovasculaires. C'est un essai thérapeutique de phase 2B qui certainement va se suivre d'essais sur la morbimortalité cardiovasculaire. Alors François, quel commentaire sur EGIS-2, le HDL dans tout ça?
J'aurais tendance à dire que c'est le troisième clou dans le cercueil du HDL, mais qu'il bouge encore, et je vais m'expliquer. D'abord, le HDL, après les déconvenus, on a tendance à l'appeler le High Disappointing Lipoprotein, parce que c'est son histoire. On a cru que c'était ce qu'on appelle le bon cholestérol sur des études épidémiologiques de petites quantités de patients et de peu d'événements, et on s'est aperçu sur des études gigantesques, dont une a dépassé 15 millions de patients, que plus le HDL est élevé, plus le risque de mortalité, toute cause est augmentée, de toute mortalité de cause cardiovasculaire, de mortalité par cancer et de mortalité par autre chose que cancer et maladie cardiovasculaire. Donc épidémiologiquement, ça ne peut pas être un facteur de risque, ça ne répond pas à la relation. Deuxième clou, les essais thérapeutiques randomisés qui ont évalué des traitements qui augmentent le HDL n'ont pas permis d'établir une corrélation entre l'élévation du HDL et l'amélioration du pronostic. On s'est dit c'est peut-être pas la quantité qu'il faut améliorer, mais la qualité, c'est-à-dire utiliser un HDL qui vraiment exerce la fonction d'efflux, c'est-à-dire extraire le cholestérol des lésions. Et cette étude évalue dans une population, comme on l'a vu, extrêmement importante, 18 000 patients, un traitement qui est lourd, comme l'a signalé Denis Engoulevent, mais dont on sait par une étude préalable qu'il exerce vraiment l'effet d'efflux. Pas de bénéfice significatif, on pourrait croire que c'est enterré, ça l'est parce que le traitement est lourd, sera probablement cher, et puis au bout de 18 000 patients, on ne recommence pas. Mais il y a quelques petits éléments qui nous disent que l'hypothèse n'est peut-être pas exclue. L'étude a un biais, c'est qu'on est dans le post-infarctus et on a mis des infarctus dans le critère primaire, alors que les patients, s'ils font des infarctus dans les 3 mois qui suivent, c'est de la thrombose de stent. Donc comment évaluer l'hypothèse du traitement alors que l'événement est dû à autre chose que sa cible? Donc il y a une limite. Deuxième élément, on a un petit signal quand même sur moins d'infarctus à 180 jours, ce qui fait que ça n'est pas exclu. Et troisième élément, mais là c'est une analyse en sous-groupe a posteriori, chez les patients qui avaient un LDL très élevé, il semble y avoir un bénéfice, avec toutes les réserves d'une analyse en sous-groupe a posteriori. Donc il bouge encore, et avec des moyens et en ciblant mieux la population, en faisant d'autres études et peut-être avec d'autres traitements, on aura peut-être une validation, mais qui paraît maintenant très incertaine, de l'hypothèse HDL. En tout cas, aujourd'hui, en pratique, il ne faut pas considérer le HDL comme un bon cholestérol et ça ne doit pas être une cible thérapeutique. Gabriel, quelques commentaires sur la physiopathologie. Oui, alors je suis un peu biaisé parce que j'étais un des investigateurs de l'étude. Il est clair que c'était ambitieux que d'imaginer que 4 perfusions hebdomadaires d'un HDL allaient suffire à avoir un effet durable sur la plaque et sur le risque cardiovasculaire. Donc dès le départ, c'était très ambitieux. Et je dirais, moi, que j'y vois le verre à moitié plein, qu'il y ait quand même un signal avec un traitement aussi particulier. Ça dit que peut-être cette hypothèse que le HDL, que certaines formes spécifiques de HDL puissent être bénéfiques et améliorer l'efflux du cholestérol hors des parois artérielles n'est peut-être pas une idée idiote. Et probablement faudra-t-il trouver des moyens plus simples et plus durables de le faire de façon prolongée sans avoir à recourir à quelque chose qui fait revenir les patients pour des perfusions d'1 heure ou de 2 heures à l'hôpital toutes les semaines pendant 4 semaines, ce qui est quand même très compliqué et qui en plus a un effet qui vraisemblablement va s'estomper au fil du temps. Donc je crois que ça n'est pas ce traitement-là qui marchera, mais moi je n'abandonne pas complètement la piste de l'efflux du cholestérol plus que la piste du HDL. Je crois que c'est l'idée d'extraire le cholestérol des plaques reste une idée importante. Il faut rappeler que les statines extraient le cholestérol des plaques si on abaisse le cholestérol plasmatique très très bas. Alors François, les triglycérides ? Un nouvel arrivant ou un revenant avec énormément d'études et de molécules. Très schématiquement, on a une cible, comme l'a souligné Victor Aboyance, qui est l'ApoC3, qui permet, en l'abaissant, d'augmenter le catabolisme des triglycérides et donc de les diminuer. Et on a maintenant sur cette cible des moyens thérapeutiques qui sont les petits interférents de l'ARN ou les oligonucléotides antisens. 2 pistes d'évaluation. Le patient qui est à risque cardiovasculaire élevé avec un LDL, des triglycérides encore légèrement élevés, et dans l'étude qui a été présentée, le taux de LDL est à 2,4 g, ou les patients qui ont vraiment une grande hypertriglycéridémie. Alors ils sont beaucoup plus rares, ils sont à risque de pancréatite, on a des cas familiaux d'hyperchylomicronémie, et en gros, ces molécules diminue de 50 à 70% les triglycérides, beaucoup plus qu'un fibrate qui fait à peine le tiers de ça. Et qu'est-ce qu'il a été montré? L'élément le plus intéressant, c'était pas l'ACC, c'était il y a 2 mois dans le New England, une étude avec une de ces molécules, un oligonucléotide antisens, montre que chez des patients qui ont une hypertriglycéridémie très élevée,
il y a une diminution très nette du risque de pancréatite avec ce traitement. C'est une méta-analyse sur peu de patients, parce que ces patients ne courent pas les rues, si je puis dire, mais ça montre le rôle causal des triglycérides. Et quel est l'avenir ? Très vraisemblablement, dans des plus grands essais, évaluer ces traitements chez les patients à très haut risque de pancréatite. Et on a de bonnes raisons de penser que ça va marcher maintenant. Et la deuxième piste, ce sont les patients à très haut risque cardiovasculaire qui, bien que traités par statine et tout ce qu'il faut, ont un LDL très abaissé, mais gardent un risque résiduel élevé du fait des triglycérides élevés, qui pour le moment n'est qu'un marqueur dans cette situation. Et de voir si en baissant de 50 à 60% leurs triglycérides, on améliore leur pronostic cardiovasculaire. Donc en pratique, un traitement d'avenir, Gabriel ? Alors je crois c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pharmacologique utile en prévention cardiovasculaire pour l'hypertriglycéridémie. Que ce qui marche le mieux, c'est le régime, et c'est très efficace pour abaisser la grande majorité des hypertriglycéridémies. Donc les règles hygiéno-diététiques tout simples, hein, pas de sucre, pas d'alcool, pas de gras. Et quand on fait ça, les triglycérides s'effondrent mécaniquement. Après, il y a les très rares patients qui ont des immenses hypertriglycéridémies réfractaires, et ceux-là, ils sont candidats à la pancréatite, ils sont probablement les candidats à ces traitements très, très lourds et très complexes. Aujourd'hui, je reste sur les règles hygiéno-diététiques pour l'immense majorité des patients, et on rappelle que les fibrates n'ont pas d'intérêt en prévention cardiovasculaire, et qu'étude après étude, ils ont démontré leur inefficacité clinique. Alors une question très pertinente du public, est-ce que le risque associé aux hypertriglycéridémies peut-il justifier des traitements aussi coûteux, avec éventuellement une certaine contrainte pour les patients, parce qu'il y a des perfusions pour ces traitements? Est-ce que ça a un impact significatif sur le risque résiduel? Alors, si on raisonne en termes de risque de pancréatite, il n'y a aucun doute, sachant que ces traitements seront en utilisation suivant le type de molécule, une fois par mois en injection ou une fois tous les 6 mois par exemple. Donc ce n'est pas une charge lourde, ça dépendra du prix. Par contre, il faut clairement que dans la maladie cardiovasculaire, on ait un bénéfice significatif avec une population bien établie pour justifier des traitements qui, à tout le moins, coûteront plusieurs centaines d'euros par mois, même si l'injection est assez espacée. Donc il faut des études avec un résultat significatif et pertinent cliniquement. Donc en synthèse, sur la thématique lipide, on peut dire que cette ACC 2024 a fait l'objet d'études de grande ampleur, plutôt décevant sur le plan clinique pour ces thérapeutiques innovantes, mais avec des signaux quand même en faveur qui appellent de futures études sur le sujet. Alors avant de conclure, moi j'aimerais avoir sur les sujets dont on n'a pas encore parlé, votre coup de cœur, ce dont vous aimeriez parler de cette ACC 2024. François. Mon coup de cœur, c'est une étude dont on ne peut pas tirer de conclusion, mais qui ouvre ce que j'ai appelé la boîte de Pandore, qui est l'étude PREVENT, qui consiste à proposer une angioplastie chez des patients qui ont une lésion supérieure à 50%, mais non hémodynamiquement significative, FFR supérieur à 0,8, dès lors qu'on a des critères qui indiquent qu'elle est vulnérable. Alors cette étude indique qu'il pourrait y avoir un bénéfice clinique, c'est-à-dire moins d'événements dans les mois qui suivent. Elle a beaucoup de limites, mais on comprend le nouveau concept, le nouveau champ qui s'ouvre. Donc piste à creuser, et on sait qu'on aura dans les 3-4 ans qui viennent 4 nouvelles études pour voir si les résultats de cette étude, qui a énormément de limites, je le répète, peuvent être confortés. Aujourd'hui, il ne faut pas, sur des critères de vulnérabilité qui restent à définir et à homogénéiser, envisager de dilatation sur des sténoses non significatives. Gabriel, même question? Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est la prévention. Il y a beaucoup de choses sur la prévention pharmacologique, il y a beaucoup d'actions dans le domaine des lipides, on en a parlé, et ce qu'on a montré était un survol de quelque chose qui était très riche. Mais j'ai été à des sessions qui n'étaient pas des sessions de hotlines, qui étaient des sessions sur la nutrition, et j'ai été très intéressé par ce que j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup d'actions et beaucoup de choses, beaucoup d'études intéressantes sur les bénéfices cardiovasculaires de différents types d'alimentation. Bien entendu, le régime méditerranéen, dont on parle beaucoup et dont tout le monde dit qu'il le fait, mais quand on regarde la réalité de l'alimentation, c'est probablement pas absolument vrai, en tout cas pas en région parisienne, on va dire. Beaucoup de choses sur le jeûne intermittent, plus exactement le time restricted eating, parce que ce n'est pas un jeûne, c'est l'idée de faire des fenêtres dans l'alimentation dans la journée, de façon volontaire, ce qui est très différent d'avoir un jeûne intermittent imposé par le travail de nuit, ce qui est autre chose. Et également sur l'alimentation enrichie en végétaux, plant forward diet, tous les régimes non pas végétariens mais presque végétariens, et leurs bénéfices cardiovasculaires et métaboliques éventuels. Et je pense qu'il y a un champ d'investigation extrêmement actif
beaucoup de questions tout à fait passionnantes pour le cardiologue. Nous donnons beaucoup de conseils nutritionnels à nos patients. Le niveau de preuve sur lequel reposent ces conseils nutritionnels est assez ténu. J'aimerais beaucoup faire, moi, des études là-dedans. Je pense que c'est un domaine où on devrait s'investir plus et faire des essais randomisés prospectifs, même si ça n'est pas facile. Voilà qui ouvre des perspectives pour la suite. Bien, il est l'heure de conclure après cette synthèse. Un grand merci à tous, à Hélène, à François, à Gabriel, d'avoir préparé et partagé leur regard sur l'actualité de cette dernière édition 2024 de l'ACC pour cette édition spéciale de Cardio Online. Merci à Boehringer Ingelheim, Lilly et Medtronic pour leur soutien institutionnel à ce programme. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Cardio Online.